L'autre point de consensus très fort, c'est sur la justice de proximité, avec des maisons de la justice qui doivent servir d'option aux citoyens en conflit et dont les compétences doivent être élargies. Cependant, il y a quelques dissonances qui portent sur la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature. L'ouverture de ce conseil à d'autres corps. Sur ces deux points, il y a quelques points de dissonance. Ou bien ces deux points ont enregistré des dissonances. La restitution des travaux se poursuit. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. Redressement de Air Sénégal, le commandant Malick Tall, ancien pilote de ligne, livre sa recette. Selon lui, un audit financier, un audit des ressources humaines, mais également un audit de la flotte de la compagnie s'impose. Il souligne qu'il y a eu beaucoup de ratés dans la mise sur pied de Air Sénégal. Le commandant Malick Tall était l'invité de RFM Matin. Il faut remettre à plat tout ce qui a été fait, faire un état des lieux sérieux, savoir quelle est la dette réelle d'Air Sénégal, quelle est la flotte réelle d'Air Sénégal, quel est le potentiel de cette flotte, faire une revue des ressources humaines, parce qu'au niveau des ressources humaines aussi, il y a à boire et à manger. Une fois qu'on aura fait cela, maintenant, on pourra prendre un plan de redressement, voir tout ce qui a été loupé à sa création, corriger ce qui a été loupé et avoir un plan de relance qui soit en adéquation avec les capacités du marché du Sénégal. Donc moi, c'est grosso modo, c'est ça qu'il faudrait faire pour remettre la compagnie à flot, pour faire une exploitation de vérité. Quand une exploitation, c'est une exploitation parce que on a des égos, on veut faire ceci, parce que on veut polir son image de marque, ça ne marche pas. Parce que ça finit par échouer et les conséquences sont encore plus dramatiques. Donc il faut savoir ce qu'il y a dans Air Sénégal. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans Air Sénégal, on ne peut pas parler de redressement. Mais une chose est certaine, le départ du Sénégal a été loupé parce que l'orthodoxie n'a pas été employée pour mettre en place cette compagnie. Au niveau de la flotte, on a failli parce que achat ou location, aujourd'hui, dans le développement du transport aérien, il y a quelque chose qui nous guette à l'horizon 2035-2050, c'est la neutralité carbone. Au niveau du réseau, l'Amérique du Nord n'avait pas sa place dans le réseau. Il fallait attendre d'avoir une certaine maturité au niveau de l'exploitation pour pouvoir mettre l'Amérique du Nord. On a mis le Jeddah, mais ça a été mal mis parce qu'on fait des vols directs sur Jeddah. Il n'y a pas le trafic pour faire des vols directs Dakar-Jeddah. Aussi, il y a un peu de politique dans le choix des dirigeants. On ne peut pas confier la compagnie à quelqu'un qui ne connaît pas le transport aérien. Manque de salles de classe, de table-bancs, sans compter les effectifs pléthoriques. Ce sont entre autres les mots des écoles de la commune de Yeumbeul Nord. Les étudiants demandent une augmentation de leur subvention qui est de 4 millions de francs CFA. Leur maire compte les accompagner. Babacar Ndao a organisé une journée d'excellence pendant laquelle une centaine d'élèves et de professeurs ont été primés. Les salles de classe sont insuffisantes dans les établissements scolaires de la commune de Yeumbeul Nord. C'est ce qui est à l'origine du nombre pléthorique d'élèves dans les classes. C'est d'ailleurs la complainte du président des parents d'élèves de la commune, Mohamed Ndiaye Diop. Des fois, on manque d'enseignants. On augmente des matériels didactiques au niveau de l'établissement. Il n'y a pas de classe. On a tellement de manque de classe. Plus de 200 élèves dans une classe, ça pose problème. Une augmentation de la subvention destinée aux élèves et étudiants de la commune de Yeumbeul Nord est le principal plaidoyer du président de la coordination, Mamadou Diaro. La municipalité nous accompagne avec une subvention de 4 millions. Maintenant, les 4 millions ne peuvent pas couvrir l'ensemble de nos dépenses. Sur ce, nous ne pouvons que lui tendre la main afin qu'il augmente la subvention, afin qu'on puisse davantage aider les élèves, davantage aider les étudiants. La municipalité de Yeumbeul Nord est en train de mettre en place plusieurs mécanismes pour l'amélioration des conditions d'études des élèves, selon le maire Babacar Ndao. Je suis en train de faire des efforts pour les accompagner. Rien que cette année, le CERI est venu me présenter un plan d'activité et dans ce plan, ils m'ont montré énormément de choses qu'on doit faire pour le CERI. Ils ont des programmes de restauration dans les universités du Sénégal. Tous les étudiants de Yeumbeul Nord qui sont dans les universités, cette année, j'ai décidé de les doter de tickets de restaurant. Ils ont des difficultés par rapport au logement dans les différentes universités. Là aussi, ils m'ont amené le plan d'action. J'ai décidé de contribuer jusqu'à une certaine hauteur pour leur permettre de régler l'ensemble des logements dans les différentes universités du Sénégal. Le maire de la commune de Yeumbeul Nord souhaite que l'État du Sénégal investisse davantage dans le secteur de l'éducation, notamment en matière d'infrastructure dans le département de Keur Massar. Aminata Ba Keur Massar, Radio Futurs Médias. À midi 8 minutes, lutte contre les inondations à Fatick. Les opérations pré-hivernales tardent à démarrer et la peur commence à s'installer dans les quartiers à risque. À Darou Rahman, les habitants demandent une canalisation dans les autres quartiers. Des ouvrages ont été réalisés pour soulager les populations. Aminata Goudiaby.
Darou Rahman est l'un des derniers quartiers créés dans la commune de Fatick. Les habitants se sont installés de façon fulgurante, mais depuis 3 ans, des inondations y ont fait beaucoup de victimes. Samba Ndongo, délégué du quartier, craint encore des dégâts pour cet hivernage. Nous sommes inquiets. Les prévisions nous inquiètent parce que quand il y a inondation, il y a des gens qui sont déguerpis. Nous attendons de l'État les canalisations. Dans les autres zones inondables de la ville, c'est aussi la hantise. Et pourtant, les opérations de curage des caniveaux et des ouvrages similaires tardent à commencer. Moussa Gueye, chef du service régional de l'Office national de l'assainissement. Pour les gens à Fatick, les curages n'ont pas encore commencé. On n'a pas encore validé le marché de curage au niveau de Fatick. Avec les infos que j'ai reçues au niveau de central, bientôt on va commencer. Des infrastructures ont été réalisées dans la ville pour pallier les inondations et un dispositif sera déployé comme chaque année pour le pompage des eaux dans les quartiers touchés. Il fallait délocaliser le local technique qui se trouve au niveau de la station pluviale pour éviter les inondations. Et aussi au niveau des metteurs, il fallait réaliser une mini-station. Donc on a réalisé une mini-station qui est en cours de finalisation pour pouvoir pomper les eaux au niveau de la station. Et aussi pour les quartiers vulnérables, surtout le quartier d'Ar-Rahman, donc on est obligé de mettre un système de pompage. À Palmarin aussi, des dizaines de familles sont délogées chaque année par les eaux des pluies. Le maire demande un renforcement du dispositif de lutte contre les inondations. Mamsinghi Sarr. Il y a une canalisation ouverte qui a été construite en Galou. Il y a un pont qui a été réalisé à Nguetch. Ça a permis de faciliter l'écoulement des eaux. Il reste encore des choses, qu'on crée encore des inondations cette année. Et c'est là vraiment qu'on attend le nouveau régime pour continuer les actions. La commune de Sokone est également concernée, mais là-bas, le Promoville réalise des routes. Elles pourront amoindrir les dégâts cette année, selon les autorités de cette ville du département de Foundiougne. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, l'aménagement du territoire communal, une préoccupation du maire de Keur Madiabel qui dénonce l'encombrement de la ville. Près de 9 hectares ont été délibérés pour désengorger la commune qui fait face à un manque criant d'espace. Le maire annonce d'ailleurs la délocalisation de certains sites clés comme le marché hebdomadaire et le forêt. Abdoulaye Diatta au micro de Fatoumbo. C'est l'organisation de la commune, des espaces. Où est-ce qu'il faut mettre l'agriculture, où est-ce qu'il faut mettre la transformation, où est-ce qu'il faut mettre les habitations, où est-ce qu'il faut mettre les services publics. C'est une organisation. Ce qui nous arrive là à Keur Madiabel, vous entrez, vous ne pouvez pas traverser. Vous avez des ateliers n'importe où. C'est pas agréable à regarder. Et quand nous allons discuter avec eux sur l'aménagement du territoire communal, nous trouverons en tout cas les bonnes accroches. Nous avons délibéré déjà récemment, il y a 3 semaines, un espace de 9 hectares. Cet espace de 9 hectares servira en principe à faire respirer Keur Madiabel. Donc, les artisans. Vous prenez par exemple les menuisiers. La base de données que nous avons faite lorsque nous avons fait l'IGOR, c'est à peu près 80 ateliers de menuiserie. 80 ateliers de menuiserie, quand on va les regrouper ensemble, c'est énormément de choses qui peuvent se faire. Le marché hebdomadaire, on perd beaucoup d'argent parce qu'on ne sait pas qui vient, mais ça crée un désordre et une insécurité extraordinaire à Keur Madiabel. Donc ce marché hebdomadaire sera délocalisé. Le dispositif de décortiquage d'arachide, même chose. Il est en train de polluer la commune. Il est en train de rendre malade certaines personnes, notamment les enfants, à cause de la pollution atmosphérique. Nous allons délocaliser aussi ce dispositif. Et tout cela va faire un ensemble de choses qui se tiennent. C'est pour cela que je dis, même le foirail sera déplacé là-bas. L'abattoir sera déplacé là-bas. C'est de la valeur ajoutée, c'est la chaîne de valeur qu'on va étirer et ça va permettre de créer des emplois et de produire beaucoup de... Suivez le grand journal sur RFM, il est midi 12 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Direction Kaffrine, là-bas les éleveurs du marché de bétail de Missira Waden sont inquiets. Ils sont très souvent victimes de vols à une dizaine de jours de la Tabaski. Dans tous leurs états, ils interpellent le ministre de l'élevage. Le marché à bétail du département de Koungheul a la réputation d'être un important point de vente de plusieurs animaux venant notamment de certains pays frontaliers du Sénégal comme le Mali et la Mauritanie, mais les éleveurs se disent inquiets de la situation sécuritaire. Ils ont emporté presque des millions de nos camarades mauritaniens le jeudi passé et plus grave encore, ce matin, la même histoire s'est produite. C'est anormal. Face à cette situation, le représentant des éleveurs maliens précise qu'il avait même engagé des jeunes pour assurer leur propre sécurité. Abdoulaye Wagne. Toutes les ethnies qui sont réunies dans ce marché ont dégagé une somme collective afin de payer des jeunes pour garantir notre sécurité, car notre sécurité n'a pas de prix, surtout en cette période de Tabaski.
Tabaski. Son camarade de la Mauritanie rejette la responsabilité sur la municipalité. Nous payons les jeunes avec notre propre argent, sans l'aide de personne, ni de la mairie, encore moins de la préfecture. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui font des commérages au niveau de la municipalité pour gâcher cette sécurité, alors que c'est pas vrai. La Tabaski, c'est dans une dizaine de jours. Les éleveurs du marché à bétail de Missirawaden interpellent le ministre de l'élevage sur le vol de bétail qui hante leur sommeil. Ils lancent un appel pour le renforcement de leur sécurité et celle de leurs biens. Ndaïaoubé, Kafrine, Radio Futur Média. Les besoins en moutons dans le département de Mbacké sont estimés à 25 000 bêtes. Le service de l'élevage assure que 8 forails normalisés entre Touba et Mbacké seront bien approvisionnés. 35 tonnes d'aliments de bétail seront mis à leur disposition. Des mesures annoncées lors du comité départemental de développement sur les préparatifs de la Tabaski. Malik Sall, chef du service départemental de l'élevage de Mbacké, au micro de Pape Mbaye Diao. Nous gardons toujours les mêmes objectifs, l'objectif de 25 000 moutons, tout en sachant que nous sommes dans un département producteur de moutons. Malheureusement, la demande, c'est qu'au niveau des familles religieuses, chaque famille déjà a son mouton de Tabaski. Donc, autosuffisance en moutons ici est une chose réelle au niveau du département de Mbacké. Nous avions reconduit, à quelques exceptions près, les points de vente normalisés, qui se situent être l'année dernière à 4 à Touba et 2 à Mbacké. Cette année, nous avons pu augmenter 2 à Touba. Compte tenu du déguerpissement des autres foirailles, nous avons créé avec la mairie 2 autres points. Un point en face de l'hôpital Khadimoul Khadim de Touba et l'autre Darou Karim au niveau de Alier. Les 2 points vont rejoindre les 4 de Touba, ça fait 6. Donc nous avons 6 points normalisés. La commune va prendre toutes les dispositions avec les services pour pouvoir mettre toutes les conditions, les commodités au niveau de ces points de vente, à savoir pour la sécurité. Par rapport à l'éclairage, la Sénélec va en collaboration avec la mairie faire des branchements. L'approvisionnement en eau sera assuré par le service des eaux et forêts. Ensuite de cela, l'État a déjà subventionné au niveau de l'aliment bétail pour le mettre en place au niveau des points de vente, 35 tonnes qui est vendu à 5 200 francs l'aliment subventionné. Santé dans ce midi, 102 personnes dont des jeunes et vieux opérés gratuitement de la cataracte au poste de santé Khadimou Rassoul de Diamaguène Sicap Mbao, une maladie très fréquente dans la dite commune. La campagne de chirurgie a été coordonnée en partie par l'association humanitaire Al-Issan et le ministère de la Santé. Salamata Ousmane Diallo. Entre vendredi, samedi et dimanche, 102 personnes sont opérées au centre de santé Khadimou Rassoul de Sicap Mbao, un camp de chirurgie de la cataracte organisé par l'association Insan. Un camp qui vient à son heure car la demande est très forte. Muntagadia est le président de cette association. La cause principale, c'est après avoir constaté la situation de beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens, on a jugé nécessaire qu'on doit faire beaucoup d'activités. On relaie directement à l'humanité. On avait fixé d'opérer 75 patients. Donc nous avons atteint 102 patients. Ce n'est pas le premier cas, parce qu'on avait fait d'autres cas, mais nous envisageons de faire d'autres services sociaux. Le personnel sanitaire du centre de santé et les acteurs communautaires sont impliqués pour une bonne réussite des opérations. Irène Koumba Diouf est le médecin-chef adjoint. Le processus, en premier lieu, on a fait une sensibilisation. On a appelé les acteurs communautaires et les délégués de quartier aussi. Ils ont fait la sensibilisation dans les quartiers et aussi le personnel qui est là aussi a sensibilisé par rapport à ça. Et les personnes sont venues le vendredi pour se faire dépister. Oui, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieux, mais il y a plus de vieillards que de jeunes. Le 6e camp, organisé par l'association grâce à son partenaire chrétien, parmi les malades, beaucoup sont venus des autres localités du pays. Salamatou Soumen Diallo, Sicap Mbao, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Et c'est avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. La Corée du Sud, 4e économie d'Asie et l'Afrique, veulent changer d'air dans leur coopération. Ouverture ce mardi à Séoul du premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'histoire. Une trentaine de chefs d'État africains y participent. Pendant 2 jours, les dirigeants concernés vont discuter autour de thèmes censés dynamiser les relations politiques et économiques entre les deux parties. Awambaye. L'Afrique regorge
regorge de ressources minières et cela offre des opportunités importantes à la Corée du Sud de diversifier ses approvisionnements en matières premières et en métaux rares. Les minerais sont vitaux pour le développement des industries de haute technologie et des semi-conducteurs coréens qui, selon RFI.fr, sont le fleuron de l'économie de ce pays et son président souhaite intensifier la coopération dans ce domaine. Et en contrepartie, l'Afrique va bénéficier de transferts de compétences et des facilités dans les domaines des technologies de pointe, de l'agriculture, de l'énergie et les infrastructures. Et pour formaliser les échanges et fixer les contours de ce partenariat entre l'Afrique et la Corée du Sud, un communiqué conjoint va être signé et l'Afrique va être représentée par le président mauritanien Mohamed Ghazouani qui co-préside déjà le sommet en tant que président en exercice de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie russe, une nouvelle fois en tournée en Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères était à Conakry, en Guinée, hier, première étape de sa 6e visite sur le continent africain. Sergueï Lavrov est attendu au Congo-Brazzaville, au Tchad ou encore au Burkina Faso. Koumba Sandiane Faye. Sergueï Lavrov a pu s'entretenir avec son homologue guinéen. Il a aussi et surtout été reçu par Mamadi Doumbouya au palais présidentiel de Conakry. Et si le putsch du 5 septembre 2021 n'avait pas marqué de rupture entre la Guinée et la Russie, les deux pays affichent aujourd'hui par cette visite la bonne santé de leurs relations. Ils se disent prêts à renforcer leur coopération dans différents domaines comme l'économie, la défense, la lutte antiterroriste ou encore la santé et l'éducation. Le président de la transition a rappelé durant les échanges que la Guinée reste un pays ouvert, un souverain qui coopère avec tout le monde. Mamadi Doumbouya continue de prôner la neutralité et le non-alignement de son pays. La communication officielle diffusée par Guinée à l'issue de cette visite insiste sur les liens historiques et diplomatiques solides qui unissent les deux pays depuis 65 ans. La Russie fut le premier État à reconnaître l'indépendance de la Guinée. Il avait apporté son soutien à la Première République dans son bras de fer avec la France. À noter qu'aujourd'hui, les relations reposent avant tout sur l'exploitation minière, un sujet abordé lors des discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères. À leur arrivée au pouvoir, les militaires avaient rassuré les investisseurs russes en affirmant qu'ils ne remettraient pas en cause les engagements pris sous l'ère de l'ex-président guinéen Alpha Condé. Anna, grève illimitée au Nigeria sur fond de crise économique. La grève a démarré hier lundi à l'appel des syndicats après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum actuellement de 41 €, c'est-à-dire un peu plus de 26 000 francs CFA. Les écoles sont donc fermées, les vols internes annulés, sans compter les pannes d'électricité car les syndicats protestent également contre une hausse des prix de l'électricité au Nigeria. Selon VOA, la Voix de l'Amérique, depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le président nigérian Bola Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné une hausse des prix de l'essence et du coût de la vie avec le Naira qui a fortement chuté. Le président Tinubu a appelé à la patience pour permettre à ces réformes de porter le fruit et surtout de contribuer à attirer des investissements étrangers. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos deux intervenants, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, et Alioune Diouf, président des chroniqueurs judiciaires, nous allons parler des assises de la justice qui prennent fin aujourd'hui avec la restitution à l'instant des travaux, la mise en œuvre en question, des conclusions et recommandations. RFM Sport. Va se jouer donc entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport. Ce sera à 17h au stade municipal de Ngor. Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal vont se poursuivre demain mercredi avec Diamono Fatick qui fera face à la Jeanne d'Arc au stade Massen-Sène à 16h30. ASC Ferru Foot qui va accueillir Dial Diop donc au stade Albouri Ndiaye à 17h. Et Mbour Petite Côte qui va recevoir Teungueth Football Club au stade Caroline Faye, ce sera à 17h.
Football toujours, qualification au Mondial 2026. Les Lions vont effectuer leur 8e galop ce mardi avec le dernier arrivé. Lamine Camara, le joueur de Metz, a rejoint la tanière hier soir et il va effectuer son premier galop avec le groupe. La séance de ce mardi est prévue à 17h30 au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade et ce sera à huis clos après la séance d'hier qui s'est tenue en présence du public. Le défenseur central Moussa Niakhaté est revenu sur cette équipe de la RDC, prochain adversaire du Sénégal, qui avait fait forte impression lors de la CAN en Côte d'Ivoire, mais également sur ce poste d'arrière gauche orphelin de joueurs de métier sur la liste. Plus de détails avec Papa Malik Diawa. Oui, presque, puisque malgré la présence de Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, lui, n'était pas de la partie, forfait pour ces 2 prochains matchs. Habib Diarra et Aruna Sangante ont également raté cette séance, tout comme Lamine Camara qui jouait un match de barrage en France. Une séance qui a démarré exactement à 17h37 avec la traditionnelle prise de parole de l'entraîneur Aliou Cissé, puis une prière avant d'enchaîner avec quelques tours de terrain. Derrière, rien de nouveau. Des ateliers suivis de séances de conservation de balles avant de boucler à 19h05 avec une opposition, le tout dirigé par le duo Aliou Cissé, Pape Thiaw, au moment où Malik Diaw qui nous parlait plutôt de la séance d'entraînement d'hier, Soda. Aujourd'hui, il est question du 8e galop avec, on l'a dit, le dernier arrivé. Et surtout, donc, cette interview qu'ils ont eu à faire avec Moussa Niakhaté, qui est revenu sur le prochain adversaire du Sénégal, à savoir la République démocratique du Congo, qui avait fait fort impression lors de la CAN en Côte d'Ivoire, mais également sur ce poste d'arrière gauche orphelin de joueurs de métier sur la liste du sélectionneur Aliou Cissé. On m'a fait signe que le papier n'est pas... Malik qui n'est pas en place, on y reviendra sans doute lors de nos prochaines éditions. Football féminin, Soda, les Lions défient encore en amical les championnes d'Afrique en titre. Après un match nul soldé par un score de parité en but partout, les Lions vont encore croiser les Sud-Africaines championnes d'Afrique en titre. Une deuxième rencontre amicale prévue au stade La Dior de Thiès à 17h. Comment les Lions doivent-elles se comporter? Nous y reviendrons également avec la responsable du foot féminin, Seyni Ndir Georges Détié-Diop. La CAF qui annonce le coup d'envoi de la nouvelle saison interclub. Le nombre de clubs par association participante a été confirmé dans le même temps. Les dates des 2 compétitions qui sont la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Plus de détails avec Koumba Sandiane Faye. La saison 2024-2025 des interclubs de la CAF débutera par le tour préliminaire prévu du 16 au 18 août 2024. Les phases de groupe sont prévues entre octobre et décembre de cette année-ci. Les phases à élimination directe et la phase des 2 compétitions vont se dérouler entre mars et mai de l'année prochaine. La CAF a confirmé que les 12 associations membres les mieux classées selon l'indice CAF pourront inscrire 2 clubs en Ligue des Champions CAF et en Coupe de la Confédération CAF. Les 12 fédérations nationales les mieux classées sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Soudan, la Tunisie et la Tanzanie. La période d'enregistrement pour les associations membres est désormais ouverte. Il y aura 4 fenêtres d'enregistrement des joueurs. Le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération CAF reste donc annulé. Par conséquent, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des Champions ne seront plus réservées en Coupe de la Confédération. Les clubs qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération passeront directement à la phase de groupe de la compétition. Nous parlons toujours des Lions Georges Détié-Diop avec Lucas Boulaïdia. Malgré une fin de contrat en juin 2026, l'attaquant international sénégalais de 27 ans est à un tournant de sa carrière. Si Boulaïdia n'a pas encore pris de décision quant à son futur club, la Salernitana, relégué en Série B, a pris donc les choses en main selon nos confrères donc de Foot Mercato. La formation italienne tient déjà un accord avec la Lazio Rome, 7e de la Serie A pour une dizaine de millions d'euros. Donc reste désormais à savoir ce que va choisir l'ancien attaquant
du Stade de Reims et des Lions du Sénégal. Et puis, concernant Habib Beye également, selon le Républicain Lorrain, le FC Metz a fait de Habib Beye sa priorité pour devenir son nouvel entraîneur en remplacement de Laszlo Bologna, encore sous contrat pour 1 an. Et puis, le FC Porto a officialisé ce mardi le départ de Sergio Conceição. Après 7 ans au Portugal, l'entraîneur est la cible principale de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Georges Diop, c'est tout pour cette page des sports. Merci Sodatiam. La revue de presse de ce mardi 4 juin 2024. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, la récurrence des saisies de drogue dure au Sénégal. Notre pays est-il devenu un nouveau haut lieu de trafic de drogue dure? En tout cas, les saisies records s'enchaînent. 63 kilos de cocaïne saisis à Keur Ayib et Fatick en seulement 48 heures, informe Busby le jour. Keur Ayib est devenu la porte d'entrée d'une importante quantité de la marchandise prohibée, remarque Réumi Quotidien. Vox Populi relève que la compte valeur de la marchandise prohibée est estimée à plus de 2,7 milliards. Les 3 convoyeurs arrêtés, la série noire continue, pointe du coup le quotidien. Walfateri relève que le Sénégal est en train de franchir dangereusement la ligne rouge avec la poudre blanche. Mon confrère a interrogé le commissaire Keita, ancien directeur de l'Ocratis. Selon lui, cela démontre qu'il y a un besoin d'alimenter un marché intérieur. Les narcotrafiquants ont choisi le Sénégal parce que nous sommes dans une zone d'instabilité. Pour Matargué de l'ONG Yamra qui lutte contre la drogue, il y a un véritable laxisme dans l'application de la loi. Les assises de la justice, restitution des travaux. Aujourd'hui, Témis enquête de nouveaux habits Bichon-Las. Accord total sur la réduction des pouvoirs du procureur de la République, écrit le journal Les Échos. Mais grosse pomme de discorde autour de la présence ou non du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Mais le journal L'Info croit savoir que l'UMS opte pour le maintien du chef de l'État, tout comme le forum du justiciable. Jugé et condamné 3 mois ferme, Badiakhate Imam Daouk, Dorogué sous mandat de dépôt, lui aussi. Tabaski Arbe semble moquer le journal. Ba et Imam Daouk sont poursuivis pour des faits de France au Premier ministre, mais condamnés pour diffusion de fausses nouvelles. Maître Amadou Sall, un avocat de la défense, parle de peine cruelle et compte interjeter appel. Moustapha Diakhaté dénonce une commande politico-judiciaire. Le PASTEF qui gouverne de la même manière qu'il s'était opposé selon Oumar Sow de la paire. Vox Populi note en tout cas qu'après 2 mois de pouvoir, le régime Diomaye Ousmane Sonko a fait ses premiers prisonniers. Les quotidiens pointent les premières taches noires du régime Diomaye Sonko, série d'emprisonnement à défaut de trouver des solutions aux urgences des Sénégalais. La Tabaski, le pouvoir d'achat des Sénégalais, l'état de grâce est fini pour les nouvelles autorités qui ont du mal à trouver la bonne formule pour alléger la souffrance des populations. Enquête soutient que le couple Diomaye Faye Ousmane Sonko est à l'épreuve du temps. Des avis contrastés sur le tandem. D'ambitieuses réformes entamées toutefois. Les promesses électorales non tenues, une communication dissonante. Et ce n'est peut-être pas demain la veille, car l'État continue de subir la pression des subventions. 600 milliards de francs CFA l'année pour maintenir acceptables les prix de l'électricité et le prix des produits pétroliers et du gaz butane. Le pouvoir tenaillé entre la tension financière, la pression populaire et les exigences du FMI. Des économistes interrogés par l'Observateur confient au journal qu'il faut s'attendre à des jours plus difficiles. Les comptes d'avenir communication, groupe de presse de Madiambal Diagne bloqués par le fisc. Ils ont fait une taxation d'office, déplore le patron de la boîte Madiambal Diagne. Le journal Li Quotidien pense que Madiambal Diagne est dans le viseur des nouvelles autorités. Les patrons de presse se réunissent demain pour faire face. Le Hajj retour à la normale après les couacs de départ. Source A relève que Air Sénégal a perdu le marché des pèlerins au profit de Flynas. Selon le confrère Alioune Badara Fall, le directeur général de Air Sénégal vit ces dernières heures à la tête de la compagnie nationale. Et puis sport éliminatoire mondial 2026, Sénégal RDC, Sénégal Mauritanie, Sadio Mané forfait Sanganté à l'infirmerie. Le confrère nous dit que Cissé doit
doit se débrouiller avec ce qu'il a. Le confrère remarque qu'avec ses éliminatoires, Cissé va entamer son 5e match comme coach des Lions du Sénégal. Cissé a jamais le premier. Le confrère pointe les chiffres de la performance. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 33 minutes avec nous Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, et Alioune Diouf, président des chroniqueurs judiciaires du Sénégal. Babacar Ba, bonjour. Bonjour Georges. Alors Alioune Diouf, bonjour. Alioune Diouf qui nous rejoindra dans un court instant. Alors, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, la restitution des travaux des assises de la justice se poursuit à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Entre autres recommandations pour l'instant de la commission réforme, limitation des pouvoirs du procureur de la République, l'instauration d'un juge des libertés. Comment déjà appréciez-vous ces recommandations faites par cette commission? Alors, je voudrais commencer, Georges, par féliciter en tout cas le président de la République et le ministre de la Justice pour la tenue de ces assises de la justice. Donc, des assises qui viennent à son heure, parce que si vous regardez bien, en tout cas ces dernières années, la justice sénégalaise n'a cessé de faire l'objet de critiques, pour ne pas dire que la justice sénégalaise était donc au banc des accusés. Donc, je pense que ces justices vont permettre aujourd'hui l'examen en profondeur, en tout cas des manquements de notre système judiciaire, mais également ça va permettre aujourd'hui naturellement de rétablir la confiance entre le justiciable et Dame Justice. Et comme vous l'avez dit, effectivement, je pense qu'il y a des propositions pertinentes qui ont été formulées par la commission réforme où j'étais. Effectivement, on s'est rendu compte que aujourd'hui, il faut le dire, Georges, nous avons un procureur qui a des pouvoirs exorbitants. Nous avons un procureur qui a extrêmement de pouvoir. Et c'est pourquoi nous, dans les recommandations qu'on avait formulées, adressées au président de la République, mais également adressées à toutes les autorités habilitées, et d'ailleurs, je dois dire que ces recommandations-là ont été versées dans les documents de travail. Et dans ces recommandations-là, on avait attiré l'attention de l'autorité pour lui dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de réduire, en tout cas, les pouvoirs du parquet. Comment? Déjà, on avait demandé à ce que qu'on ait un juge de la détention et des libertés, qui va être un juge du siège. Maintenant, ce juge-là va nous permettre aujourd'hui d'apprécier l'opportunité aujourd'hui de décerner un mandat de dépôt ou pas. Parce que le procureur aujourd'hui, il faut le dire, et ça je pense que nous tous nous l'avons constaté, nous avons un procureur qui aujourd'hui délivre de manière systématique, en tout cas les mandats de dépôt. Aujourd'hui, si vous allez à Rebeuss, vous allez vous en rendre compte que la majeure partie des détenus sont en position de détention préventive. Parce que les mandats de dépôt sont délivrés de manière systématique. Ce qui favorise la surpopulation ce qui favorise, Babacar Ba, la surpopulation des prisons. Pardon? Ce qui favorise le surpeuplement des prisons. Voilà, parce qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la majeure partie des détenus qui sont aujourd'hui à Rebeuss, c'est des gens qui sont en position de détention préventive. Ils ne sont pas encore jugés. Donc, ils sont là parce qu'il y a un mandat de dépôt qui a été délivré. Donc, aujourd'hui, nous pensons que pour, en tout cas, rationaliser ces mandats de dépôt, il nous faut aujourd'hui un juge de la détention et des libertés. Maintenant, il appartiendra à ce juge-là, aujourd'hui, d'apprécier l'opportunité de délivrer ou pas un mandat de dépôt. Mais également, ça va impacter sur ce qu'on appelle la question des longues détentions aujourd'hui. Donc, je pense que aujourd'hui, ça a été une demande. Et puis, je pense que c'est un impératif qu'on aille vers l'instauration d'un juge de la détention et des libertés. Je reviens à vous dans un instant, Babacar Ba. Aliou Diouf, bonjour. Aliou Diouf, bonjour. Bonjour Aliou Diouf. Aliou Diouf qui ne nous entend pas. Oui, bonjour. Voilà, il est bien là, Aliou Diouf. Alors, Aliou, on sait que plusieurs recommandations sortiront de ces assises de la justice, mais se pose souvent la problématique de la mise en œuvre de ces assises, de ces conclusions. Comment faire pour
appliquer ce qui va ressortir de ces assises de la justice? Aliou Diouf? Quelques difficultés. Oui, je vous entends parfaitement bien, Aliou Diouf. Je vous entends parfaitement bien, Aliou. Allez-y, répondez à la question. Si vous l'avez entendu, bien sûr. Quelques difficultés avec la ligne. La même question à Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Babacar, comment procéder pour une mise en œuvre des conclusions et recommandations qui vont sortir de ces assises? Je pense que c'est la question la plus difficile, la mise en œuvre. Pour moi, la mise en œuvre, en tout cas de ces réformes, il faut une réelle volonté politique et un suivi permanent. Georges, pour moi, le plus difficile, comme je l'ai dit, c'est la mise en œuvre. Nous avons connu dans le passé des concertations où d'importantes conclusions se sont dégagées. Le comité de concertation sur la modernisation de la justice qui a été présidé par le proviseur Isaac Yankoba Ndiaye. Pardon? J'ai dit le comité de concertation sur la modernisation de la justice. Tout à fait. Donc, nous avons connu des concertations, si vous vous souvenez bien, en 2013, décembre 2013, le président de la République le président sortant avait mis sur place ce qu'on appelle la Commission nationale de réforme des institutions. En 2018, l'Union des magistrats avait tenu un colloque que moi je juge historique parce que c'était pour la première fois, les magistrats acceptaient de débattre sur la question de l'indépendance de la justice. Et d'importantes recommandations, d'importantes conclusions, en tout cas, se sont dégagées de ce colloque-là. Et récemment, comme vous l'avez soulevé, en 2019, il y a eu ce qu'on appelle le comité de modernisation de la justice qui aujourd'hui, en fait, qui a été présidé par le professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Donc, et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu des difficultés, en tout cas, pour la mise en œuvre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour la mise en œuvre, il faut tout simplement une volonté politique. Et là, je pense que le président de la République, il comprend aujourd'hui les enjeux. Le ministre de la Justice également, il comprend les enjeux. Ils savent qu'effectivement, aujourd'hui, les réformes judiciaires, en tout cas, c'est une demande. Georges, il n'existe aucun système judiciaire n'est parfait. Vous ne trouvez pas dans le monde un système judiciaire qui est parfait. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut ajuster, il faut initier des réformes judiciaires pour apporter des correctifs. Et là, je pense que les autorités actuelles, ils l'ont compris. Donc, je pense qu'il suffit juste d'une volonté politique pour les mettre en œuvre. Mais seulement, pour les points qui seront retenus. Parce que certainement, déjà, j'entends pour le Conseil supérieur de la magistrature. Je reviens, on va en parler tout à l'heure, Babacar Ba. Aliou Diouf, j'espère qu'il est bien là cette fois-ci. Aliou, ne faudrait-il pas mettre en place un comité de suivi des conclusions des assises de la justice pour leur mise en œuvre? Effectivement, je suis là pour cette fois-ci. D'abord, comme Babacar Ba, je voudrais d'abord saluer la tenue de ces assises-là, initiées par le président de la République, qui, à mon avis, est un impératif catégorique après les difficultés vécues ces dernières années par les Sénégalais. Donc, je pense qu'il était judicieux de remettre les choses à plat et de voir vraiment ce qui n'allait pas. Maintenant, nous en sommes aux conclusions, aux recommandations. Relativement à votre question, nous savons tous que le Sénégal, et ça il faut vraiment le dire, est champion en matière de proposition de texte. Mais souvent, ce qui pose problème, c'est leur application. Donc, il ne faudrait pas que les propositions et autres recommandations retenues à l'issue de ces assises-là se retrouvent dans les tiroirs, comme on a l'habitude de le constater souvent. Et effectivement, je pense qu'il faut créer un comité de suivi pour vraiment la mise en œuvre effective de ces conclusions qui seront retenues à l'issue de ces assises-là. Pour moi, l'espoir est permis, d'autant plus que nous connaissons un peu le profil des gens qui ont dirigé ces travaux-là. Il y a Isaac Yankoba Ndiaye, il y a la première procureure du Sénégal, il y a également d'autres magistrats émérites qui sont dans les commissions. Donc, je pense que une commission de suivi et
devrait vraiment être mise en place pour vraiment l'application effective de ces assises-là. Aliou Diouf, président des chroniqueurs judiciaires, je reviens à vous dans un court instant, le temps de boucler avec Babacar Ba du Forum du Justiciable. Babacar, vous l'évoquiez tout à l'heure, il n'y a pas de consensus en ce qui concerne la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature. Comment faire pour concilier les deux camps? Écoutez, Georges, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'exécutif doit continuer à être présent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, je pense que nous l'avons démontré. Moi, je pense que l'absence de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature laissera aux judiciaires des décisions qui devraient normalement relever du politique. Georges, l'absence de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature peut favoriser aujourd'hui le corporatisme et le copinage au sein même du Conseil supérieur de la magistrature. Georges, contrairement à ce que pensent peut-être d'autres acteurs, la République des juges n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Il y a des pays, Georges, de la sous-région qui avaient tenté cette expérience, qui avaient extirpé le président de la République et le ministre de la Justice au sein du Conseil, mais quelque temps après, ils l'ont regretté. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce serait en tout cas une catastrophe judiciaire de vouloir extirper l'exécutif, en tout cas du Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes dans un état de droit et je pense qu'il faut gérer les équilibres. Mais Georges, je le rappelle encore une fois de plus, le président de la République est la clé de voûte de toutes les institutions. C'est lui qui définit la politique pénale de ce pays, qui est mise en œuvre par le ministre de la Justice. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment, on peut aujourd'hui trouver des procédés, et d'ailleurs, c'est ce que nous avons proposé, des procédés qui aujourd'hui vont rendre, en tout cas, la présence de l'exécutif symbolique au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est quoi le problème, Georges, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature? Georges, le seul problème qui se pose au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas la présence de l'exécutif, mais plutôt, c'est qui aujourd'hui, en matière de nomination, fait les propositions. Parce qu'en matière de nomination, Georges, c'est le ministre de la Justice qui fait les propositions. C'est lui qui dit, voilà, Georges, il faut le nommer à telle juridiction, Babacar, il faut le nommer à tel poste. Et une fois que les propositions sont faites, le ministre de la Justice, il convoque les magistrats et puis ils vont au palais. Et là, le président, il entérine. Maintenant, nous, on a proposé, il faut retirer cette force de proposition qui aujourd'hui est dévolue au ministre de la Justice. Il faut le retirer et le confier aux magistrats. Maintenant, à partir de ce moment, il appartiendra aux magistrats de se dire, ben, écoute, nous, on se connaît, nous, on met un cachet particulier sur l'ancienneté, sur les grades, et peut-être ils vont faire des appels d'offres pour voir, en tout cas, entre eux, quels sont les magistrats qui doivent occuper tel ou tel poste. Et une fois que les propositions sont faites par les magistrats, mais à partir de ce moment, ils vont soumettre ça au président, et le président ne pourra pas y apporter d'observation. Et là, Georges, de manière intelligente, on va rendre la présence de l'exécutif symbolique au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce sont ces techniques-là que nous avons proposées. Et si toutefois l'autorité aujourd'hui entérine ces procédés que nous avons proposés, Georges, on va avoir un Conseil supérieur de la magistrature où la présence du président de la République et du ministre de la Justice seront juste une présence symbolique pour jouer un rôle d'arbitrage. Mais si aujourd'hui on enlève l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, mais les magistrats eux-mêmes, il peut y avoir même ce qu'on appelle un conflit de génération entre les magistrats qui sont les anciens et les nouveaux, parce qu'il peut y avoir du copinage. Certains magistrats vont dire que voilà, maintenant c'est nous qui vont décider, c'est nous qui vont nommer, et à partir de ce moment, ils peuvent en tout cas voir les magistrats qui leur sont favorables ou pas. Merci. Donc, je pense que ça va, en tout cas, c'est un risque que moi je ne souhaiterais pas que notre pays, en tout cas, prenne, quoi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il faut décider. Maintenant, nous, comme Georges, et je vais terminer par là, très rapidement. Nous ne sommes pas sous le coup de la passion. Nous, en tout cas, pour toute question, on prend du recul pour l'analyser de manière objective. Ceux qui disent qu'aujourd'hui, que l'exécutif, voilà, peut-être, ils reprennent des slogans,
alors qu'ils n'ont pas fait de benchmarking. Nous, on a eu la chance de faire du droit comparé. Merci. On a eu la chance de faire du benchmarking. Merci Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Je termine avec Aliou Diouf. Est-ce que, Aliou, il ne risque pas y avoir un sentiment de goût inachevé avec cette absence de consensus concernant le Conseil supérieur de la magistrature? Effectivement, c'est ce qu'on risque, Georges Sédhié. Mais moi, je pense que le manque d'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature a été toujours décrié à cause de la présence du chef de l'État au sein de cette institution-là. Donc, pour moi, le président de la République, tout comme le Premier ministre, le ministre de la Justice, autant pour moi, devrait quitter cette institution-là. On voit toujours la main du président de la République derrière la nomination des magistrats, derrière les décisions qui sont rendues par les tribunaux, devant les tribunaux. Donc, je pense qu'il est temps que le président de la République quitte cette institution et laisse les magistrats gérer leurs propres affaires. D'autant plus que c'est des magistrats aguerris qui ont été formés à bonne école. Donc, moi, je pense que vraiment, pour qu'il y ait un consensus, il faudrait vraiment que le président de la République quitte cette institution-là et laisse les magistrats vraiment dérouler. Merci Aliou Diouf, président des chroniqueurs judiciaires du Sénégal. Merci à Ababacar Ba, président du Forum du Justiciable. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Meïssa Mbaye à la digitalisation. Aliou Ba et Amadou Ndiaye à la production. Merci à Ombaye pour la réalisation de cette édition. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. L'info revient à 13h, le journal en Wolof, le grand journal en Wolof avec Fama Dione. Bon après-midi à toutes et à tous.